Personne n'est illégal sur une terre volée. Voilà une phrase que l'on entend très souvent dans les débats ces temps-ci entourant l'immigration et la mise en vigueur des frontières en Amérique du Nord. Il y a une phrase qui est très répandue ici au Canada, qui est utilisée par les institutions universitaires et gouvernementales, selon laquelle nous nous trouvons sur des terres autochtones non cédées. Cette notion, qui est très en vogue auprès de la gauche partisane d'un État canadien post-national, cherche à montrer que les Européens sont venus en Amérique du Nord de façon honteuse et illégitime, en volant des terres aux Amérindiens et en bâtissant leur société sur des montagnes de cadavres autochtones. Un seul petit problème, c'est que tout ça, c'est démontrablement faux. Surtout dans le contexte québécois, c'est basé sur un ensemble de mensonges historiques, ça profite de l'ignorance de certaines personnes, et ça cache des intentions beaucoup plus sinistres. Une véritable haine de l'Occident, de tout ce que ça représente, et aussi du Québec. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, j'ai 21 ans, et depuis quelques années, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent, comme la philosophie, la politique ou l'histoire. Je me suis donné comme mission de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. En octobre 2021, le club de hockey des Canadiens de Montréal a annoncé qu'il allait commencer à faire avant chaque match des reconnaissances de territoire, c'est-à-dire la lecture d'un court texte dans lequel on reconnaît l'hospitalité de la nation Mohawk dont on occupe présentement le territoire non cédé. Cette décision, malgré le fait qu'elle était déjà répandue dans plusieurs milieux, notamment les milieux universitaires, depuis plusieurs années, a provoqué la controverse. Certains s'opposaient en bloc à toute forme de reconnaissance de territoire, tandis que d'autres, comme certains professeurs de cégep et d'université, étaient en faveur des reconnaissances de territoire, mais ajoutaient une certaine nuance que Montréal n'était pas un territoire qui était Mohawk, mais qui appartenait à une autre nation amérindienne, comme les Algonquins, ou bien les Abénaquis, ou même encore les Iroquois du Saint-Laurent. Le consensus semble être difficile à établir. Mais ce qui est essentiel, ce qui est non négociable, c'est qu'on accuse les Québécois d'avoir volé les terres sur lesquelles ils habitent et d'être illégitimes sur ces terres alors qu'ils y sont depuis plus de 400 ans. Et pour cause, la conclusion logique de ce narratif, c'est que toute forme de nationalisme ou de patriotisme québécois serait une absurdité. Parce que le patriotisme québécois, ça célébrerait une identité, une société qui ne devrait même pas exister à la base. C'est donc sans surprise que la gauche multiculturaliste, fédéraliste met autant de l'avant ce narratif parce qu'il s'agit de la réponse parfaite à toute volonté du Québec de s'affirmer et de défendre son identité unique. Par exemple, comment est-ce que nous, Québécois, pourrions nous opposer à l'immigration massive alors que nous-mêmes, nous sommes venus comme des immigrants et qui plus est, sans le consentement des peuples originaires du Québec? Pire encore, le simple fait que notre société existe, ça témoigne d'un génocide, d'un pillage sans précédent, d'un impérialisme européen abject et oppressant, d'un passé colonial dont il faut se repentir. Mais arrêtons-nous un instant et révisons un peu les bases élémentaires de notre histoire. D'abord, comment est-ce que la société québécoise est apparue? Elle provient bel et bien d'un projet colonial, celui de la Nouvelle-France. Il y a presque 500 ans, des explorateurs sont venus de l'autre côté de l'Atlantique et ont bravé des dangers inouïs pour fonder ce qui allait devenir par la suite un nouveau pays. Mais en creusant un peu sur l'histoire de la Nouvelle-France, une des premières choses dont vous allez vous apercevoir, c'est à quel point ce projet n'aurait pas pu réussir sans l'aide et l'amitié avec les Autochtones. Ce qui est une réalité assez surprenante au vu du narratif selon lequel les Autochtones auraient vu leurs terres se faire brutalement accaparer par les Français. La réalité historique, qui est parfois très éloignée des idées reçues, c'est que toutes les grandes villes de Nouvelle-France ont été fondées précisément pour faire du commerce ou autrement étroitir les liens avec des nations amérindiennes alliées. Il n'y a aucune ville où, à sa fondation, les Français ont dû expulser des Amérindiens. Si vous ne me croyez pas, allez regarder l'histoire individuelle de chacune des grandes villes, que ce soit la ville de Québec, la ville de Trois-Rivières, de Montréal, de Port-Royal, qui était la capitale de l'Acadie. Toutes ces villes ont été fondées sur des endroits qui étaient de 1, vacants, inhabités, et de 2, dans des régions où se trouvaient aux alentours des nations amérindiennes alliées et heureuses de nous aider à s'installer. En lisant sur l'histoire de la Nouvelle-France, on voit une société qui, dès sa genèse, est caractérisée par des valeurs comme l'amitié, la coopération et la tolérance. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale, c'est une initiative médiatique qui cherche à enrichir le débat en mettant au défi le monopole idéologique présentement en place au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Sachez qu'Action Vitale est 100% indépendant et que nous avons commencé ce projet de notre propre poche
et avec notre propre temps. Si vous croyez sincèrement à notre mission, rejoignez-nous sur actionvitale.ca pour en apprendre plus sur nous, pour nous contacter et pour nous supporter dès maintenant. Sur notre site, vous aurez maintenant deux options pour nous soutenir. La première, c'est des dons uniques que vous pourrez faire selon votre générosité. Et la deuxième, c'est un lien vers notre Patreon où vous pourrez avoir un abonnement mensuel vous donnant accès à du contenu supplémentaire et à d'autres privilèges exclusifs. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Cela étant dit, de retour à la vidéo. Mais d'où vient cette notion selon laquelle nous vivons sur des terres qui ont été volées? Toutes nos grandes villes, dans lesquelles habite la vaste majorité de la population, ont été fondées sur des endroits qui étaient inhabités à la base et dans des régions où se trouvaient des Amérindiens qui étaient nos alliés. Donc, si on a volé ces terres, à qui les a-t-on volées? Souvent, on dit que ces terres ont été volées aux Autochtones, mais si on n'est pas capable de préciser quelle tribu, alors ça me semble assez malhonnête, parce que les Autochtones sont un groupe de plein de nations différentes, qui avaient des différences culturelles entre elles et surtout qui se faisaient la guerre. À ce titre, revenons à la déclaration de la reconnaissance de territoire des Canadiens de Montréal, qui dit que la ville de Montréal, c'est une terre qui est Mohawk. Qui sont les Mohawks? Les Mohawks sont une nation amérindienne iroquoise qui provient de l'État actuel de New York, plus au sud, où se trouve la rivière Mohawk. Ils ne sont donc d'aucune façon originaires de la vallée du Saint-Laurent ou de l'île de Montréal. Et pourtant, dans un article publié sur Radio-Canada, l'avocate Jacinthe Ledoux essaie quand même de démontrer que Montréal était bel et bien un territoire qui appartenait aux Mohawks en utilisant l'argument qui suit. L'année suivant la fondation de la ville de Montréal par Chomédé de Maisonneuve, des guerriers Mohawks sont venus en exploration et ont constaté la présence française sur l'île et ont commencé à faire des raids, des attaques pour déloger l'envahisseur. Derrière cet argument se cache un énorme mensonge. Comme on vient de le dire, les différentes nations amérindiennes se faisaient la guerre parfois. Et les Mohawks faisaient partie d'une coalition politique et militaire nommée la Ligue des Cinq Nations, qui provenait plus du sud des actuels États-Unis et qui cherchait à envahir la vallée du Saint-Laurent où se trouvaient d'autres nations amérindiennes comme les Hurons-Wendat, les Inuits ou les Algonquins, tous alliés des Français. Donc les Mohawks n'étaient pas du tout originaires de la vallée du Saint-Laurent, mais voulaient l'envahir. Et pour ce faire, ils menaient des raids particulièrement sanglants et cruels contre les autres nations amérindiennes et leurs alliés français. Donc ce n'est pas seulement inexact, historiquement parlant, de dire que les Mohawks se sont fait envahir par les Français à Montréal, mais c'est l'inverse complet de la vérité. C'est un énorme mensonge, ça pourrait littéralement pas être plus éloigné de la vérité historique. Et c'est assez fou que dans des médias de grande ampleur comme Radio-Canada, on propage ce mensonge. C'est littéralement considérer l'envahisseur comme un envahi et l'envahi comme un envahisseur. Pour ce qui est des autres nations amérindiennes, autres que Mohawk, elles non plus n'habitaient pas à Montréal. La ville de Montréal, lorsque Paul de Chomédé de Maisonneuve l'a fondée en 1642, était vide de toute occupation permanente depuis des décennies. Comment est-ce qu'on sait? Eh bien, en 1535, donc plus de 100 ans avant la fondation de la ville, Jacques Cartier visite l'île pour la première fois et rencontre une tribu amérindienne qui s'appelle les Iroquois du Saint-Laurent dans un village qui s'appelle Hochelaga. Et ce village est quand même bien peuplé, il y a 1500 habitants. À ce moment-là, Jacques Cartier établit un rapport positif et amical avec les dirigeants d'Hochelaga. 60 ans après le voyage de Jacques Cartier, Samuel de Champlain repasse sur l'île de Montréal et essaye de retrouver le village d'Hochelaga avec lequel, comme on a dit, Jacques Cartier avait laissé un bon rapport. Et il n'arrive pas à le retrouver. La disparition des Iroquois du Saint-Laurent demeure énigmatique pour les historiens à ce jour. Mais quoi qu'il en soit, en 1603, Hochelaga a disparu. Et ce n'est que 40 ans plus tard encore, en 1642, que la ville de Montréal est fondée, par conséquent sur un site qui est vacant de toute occupation depuis des décennies. Par la suite, la ville va servir de point de rencontre entre les Français et leurs alliés Hurons-Wendat et Algonquins, malgré les raids et les attaques sanglantes des Mohawks. Donc, tout l'argument présenté par l'avocate Jacinthe Ledoux était en réalité basé sur la fausse notion selon laquelle les Mohawks étaient établis à Montréal. Par conséquent, tout son plaidoyer cherchait à démontrer que Montréal est une terre volée s'effondre. Mais elle avance aussi un autre argument qui révèle peut-être les intentions plus profondes de son plaidoyer. Elle souligne que la ville de Montréal a été fondée non seulement à des fins commerciales, mais aussi, et de façon plus prononcée que les autres villes, à des fins missionnaires. En effet,
Ville-Marie, c'était à la base le projet de la Société Notre-Dame de Montréal qui cherchait à convertir, à évangéliser les Amérindiens. Et vouloir que les Amérindiens deviennent catholiques, implicitement, selon l'avocate, c'est quelque chose qui est intrinsèquement immoral et oppressant. Et pourtant, il faut préciser que ce projet d'évangélisation était fait de façon entièrement pacifique et sur une base purement volontaire. Des figures de sainteté comme Marguerite Bourgeois ou les Saints-Martyrs canadiens ont montré ce qu'est le vrai amour chrétien. Ils ont proposé librement qu'est-ce qu'ils croyaient être la vérité, c'est-à-dire la foi catholique. Ils étaient même prêts à endurer la violence et l'intolérance de certains qui refusaient l'Évangile. Pensons aux Saints-Martyrs canadiens, qui se sont fait capturer par les Mohawks et se sont fait torturer de façon abominable. Pendant des jours, ils subissaient des parodies de baptême avec de l'eau bouillante, se faisaient arracher les ongles, les doigts, se faisaient torturer pendant des jours jusqu'à ce qu'à l'agonie, ils se fassent achever en se faisant arracher le cœur et manger le cœur par leurs tortionnaires. Et malgré cette injustice, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont continué à pardonner et à souhaiter la conversion de leurs tortionnaires. Malgré ce péché, cette barbarie, qui n'était pas propre à la culture Mohawk, mais présente à un certain degré dans toutes les cultures, ils se sont intéressés aux Amérindiens. Ils ont créé les premiers dictionnaires de langue amérindienne, ce qui a beaucoup contribué à la préservation de leur identité. Ils ont créé des écoles, des missions charitables. Bref, s'il y a une chose qui est certaine, même si vous n'êtes pas croyant, c'est que les chrétiens ont le droit d'évangéliser pacifiquement. Les chrétiens ont le droit de partager leur foi. C'est tout bonnement injuste, c'est une insulte à notre mémoire nationale que d'associer l'héroïsme missionnaire de nos ancêtres à de l'oppression coloniale. C'était pas une honte d'avoir comme métropole Montréal, une ville fondée à des fins missionnaires. Au contraire, ça devrait être une fierté pour nous. Vraiment, la seule façon de percevoir la fondation de Montréal de la part des missionnaires, c'est d'avoir une haine contre la foi chrétienne et la civilisation occidentale. Et cette haine biaise et idéologise la lecture de l'histoire. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut résumer l'affaire. Cette notion des territoires non cédés, ce n'est pas basé sur une véritable rigueur historique, mais sur une haine qui cherche à se justifier par l'histoire. Le but de cette capsule n'est pas de démontrer que les relations entre Amérindiens et Européens ont toujours été parfaites. Il est certain que les Amérindiens ont subi à différents moments de leur histoire de graves injustices, surtout sous le gouvernement colonial britannique. Plutôt, cette capsule, elle vise à rectifier le mythe selon lequel la fondation même de la société québécoise a été faite par un vol de terre, parce que ce mythe a des conséquences très graves. Ce mythe mène au déni du droit des Québécois à exister. Il déconnecte les Québécois de leurs ancêtres par la honte, ce que les Amérindiens devraient être les premiers à en comprendre les effets négatifs. C'est pourquoi il faut exiger des excuses de la part de toutes les institutions qui ont poussé ce narratif, que ce soit les universités, les clubs sportifs et aussi malheureusement le gouvernement. Voilà le genre de lutte culturelle que nous voulons mener. Si vous voulez participer à cette lutte, restez à l'affût de cette plateforme médiatique. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.